Chapitre 1. Les fondements du mépris. Trevor Ulbrook avait appris très tôt que le respect ne se donnait pas, il se prenait. Ayant grandi en famille d'accueil après la mort de ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 12 ans, il avait développé une volonté de faire masquer par une observation silencieuse. Tandis que les autres enfants se comportaient mal, Trevor étudiait. Tandis qu'il se disputait, il planifiait. À 18 ans, il avait obtenu une bourse complète pour Stanford. Non pas grâce à ses performances sportives ou son charme, mais grâce à son intelligence pure et implacable. C'est là qu'il avait rencontré Brooke Whitmore, la fille chérie du magnate de l'immobilier Richard Whitmore. Elle était tout ce que Trevor n'était pas, privilégiée, connectée, naturellement belle. Son univers était celui des country clubs et des galas de charité. Le sien, celui des gardes de nuit à la bibliothèque du campus et des dîners de ramen. Pourtant, elle avait été attirée par son intensité, son dynamisme. Du moins, c'est ce qu'il avait cru. « Tu es différente des autres », lui avait-elle murmuré lors de leur premier baiser sous les chênes de Stanford. « Tu es authentique. » Trevor l'avait cru. Même lorsque son père, Richard, exprimait clairement sa désapprobation par des poignées de main froides et des remarques acerbes sur les dossiers de bourse. Même lorsque son frère Tyler, avec un sourire narquois, demandait à Trevor s'il avait besoin d'argent pour dîner lorsqu'il sortait. Trevor avait enduré tout cela par amour pour Brooke et, surtout, parce qu'il avait des projets. La famille Whitmore possédait Whitmore Property, une société de promotion immobilière de taille moyenne qui avait construit la moitié des banlieues de Millfield, leur ville natale du Connecticut. Ils étaient aisés, respectés, mais pas vraiment riches, contrairement aux familles qu'ils cherchaient désespérément à imiter. Trevor voyait leurs insécurités déguisées en arrogance, leur peur en supériorité. Après l'obtention de son diplôme, Trevor avait démarré modestement, un cabinet de conseil aidant les startups technologiques à gérer leurs acquisitions immobilières. Il avait travaillé 18 heures par jour à tisser des liens, à accumuler des connaissances et, surtout, à accumuler de l'influence. Pendant ce temps, Brooke avait accepté un poste symbolique dans l'entreprise de son père, plus intéressé par l'organisation de leur mariage que par la construction de sa carrière. Le mariage avait été une production des Whitmore, coûteuse, ostentatoire, destinée à montrer au monde leur statut. Trevor en avait payé la moitié avec ses premiers honoraires importants de consultant, mais Richard avait veillé à ce que chacun sache que les Whitmore étaient assez généreux pour couvrir l'autre moitié pour leur futur gendre. C'était 8 ans plus tôt. Depuis, Trevor avait discrètement bâti un empire, tandis que les Whitmore stagnaient. Son cabinet de conseil était devenu Ulbrook Acquisition, une société d'investissement privé spécialisée dans les actifs en difficulté et la restructuration d'entreprises. Il avait réalisé des investissements stratégiques, cultivé des relations avec des personnes influentes et, surtout, appris tous les secrets, toutes les faiblesses, tous les points faibles de tous ceux qu'il avait méprisés. L'ironie ne lui échappait pas, si les Whitmore le voyaient encore comme le pauvre boursier que Brooke avait épousé par pitié, il contrôlait désormais des actifs valant plus que tout leur héritage familial. Il avait tout structuré par le biais de sociétés écrans et de holdings offshore, conservant l'apparence d'un succès modeste tout en construisant un véritable pouvoir. Brooke s'était éloignée au fil des ans, passant plus de temps chez ses parents que chez eux. Elle avait cessé de poser des questions sur son travail, de faire semblant de s'intéresser à sa vie. Trevor avait remarqué les changements, les appels téléphoniques secrets, les absences inexpliquées, la façon dont elle avait commencé à travailler tard dans l'entreprise familiale avec Chase Summers, le nouveau directeur du développement que son père avait embauché. Chase représentait tout ce que les Whitmore appréciaient, une famille aisée, une éducation à Princeton, le genre de charme facile qui ouvre des portes. Il était aussi faible, se sentait prétentieux et ignorait complètement que Trevor surveillait ses moindres faits et gestes depuis des mois. Leur liaison avait été prévisible, presque ennuyeuse par son évidence. Trevor aurait pu les confronter à ce moment-là, y mettre fin rapidement, mais il avait appris la patience en famille d'accueil, et la patience était une arme qu'il n'attendait pas de lui. Au lieu de cela, il avait attendu, observé et planifié. Chaque humiliation, chaque commentaire condescendant, chaque moment où il l'avait rabaissé, il avait tout répertorié. Ce soir, alors qu'il rentrait tôt de la conférence de Phoenix, Trevor s'autorisa un sourire glacial. Les pièces du puzzle étaient enfin en place. La conférence avait été l'alibi parfait, le dernier détail d'un projet de 2 ans. Son téléphone vibrait, alimenté par les nouvelles de ses associés, confirmant que tout se déroulait comme prévu. Demain, les Blancs apprendraient ce que signifiait sous-estimer Trevor Ulbrook. Ce soir, il rirait une dernière fois à ses dépens.
Il se gara dans son allée et aperçut les voitures, la Mercedes de Richard, la BMW de Tyler, la Porsche de Chase. Par les vitres, il vit Brooke rire, un verre de vin à la main, entouré de sa famille et de leur fils chéri. Il pensait faire la fête. Trevor rajusta sa cravate et se dirigea vers la maison. Le spectacle allait commencer. Chapitre 2, le point de rupture. La porte d'entrée était déverrouillée, un détail qui en disait long sur le peu de respect que les morts blancs portaient à sa maison et à lui-même. Trevor entra, au son des rires du salon. Les verres à vin tintaient, la voix de sa femme surpassant les autres avec une pointe d'hystérie qu'il avait appris à reconnaître. Et puis il a dit qu'il serait de retour dimanche, comme si quelqu'un s'en souciait. Brooke disait, d'une voix légèrement pâteuse. Parfois, je crois qu'il oublie que ce n'est pas la maison de ses parents. Oh, attendez. Il n'en a jamais eu. Le rire qui a suivi était sec, cruel. Trevor a posé sa serviette sans bruit et a desserré sa cravate. À travers l'arche, il pouvait les voir disposés comme un tableau de privilèges. Brooke était recroquevillé sur le canapé à côté de Chase. Son père, Richard, dans sa position dominante habituelle près de la cheminée. Tyler était affalé dans le fauteuil préféré de Trevor avec son arrogance caractéristique. Trevor, lança Brooke, surpris mais pas ravi. Tu es rentré tôt. Il entra dans le salon, observant la scène avec un calme acquis. Des bouteilles de vin vides sur sa table basse. La main de Chase posée avec possessivité sur le genou de Brooke. Les pieds de Tyler sur son ottomane. Ils s'étaient installés comme à leur habitude. L'avion est arrivé en avance, dit Trevor d'un ton neutre. Ne me laissez pas vous interrompre. Richard leva à peine les yeux de son whisky. Comment s'est passée votre petite conférence? Avez-vous rencontré d'autres consultants? L'accent mis sur les consultants était délibéré, destiné à diminuer le ton. Tyler ricana depuis son fauteuil. Avez-vous au moins réussi à réseauter? Peut-être distribuer des cartes de visite? Trevor fit un signe de tête vers la carte du bar dans un coin. Ça vous dérange si je vous offre un verre? La journée a été longue. Brooke échangea un regard avec Chase qui n'échappa pas à Trevor. En fait, on a une discussion familiale privée. Des affaires importantes. Vous ne comprendriez probablement pas, le congédiement flottait dans l'air comme de la fumée. Trevor avait enduré 8 ans de ces moments, ces rappels subtils et moins subtils qu'il n'aurait jamais vraiment sa place, qu'il ne serait jamais rien de plus que le cas de charité qu'ils avaient admis dans leur cercle. Bien sûr, dit Trevor doucement. Je vais juste. En fait, interrompit Richard, sa voix imprégnée de l'autorité d'un homme habitué à être obéi. Puisque vous êtes là, il y a quelque chose dont nous devrions discuter. Il désigna une chaise vide en face du groupe, positionnant clairement Trevor comme un étranger confronté au jugement. Trevor resta debout. J'écoute. Richard sourit, mais sans chaleur. Brooke a fait un travail exceptionnel dans l'entreprise, elle a vraiment pris ses responsabilités, elle a pris plus de responsabilités. Chase, ici présent, a joué un rôle crucial dans son développement. La main de Chase serra le genou de Brooke, un geste si exclusif qu'il fit serrer imperceptiblement la mâchoire de Trevor. C'est une personne naturelle, dit Chase d'une voix douce et faussement sincère. Né pour ce métier. Le truc, c'est que, intervint Tyler en se penchant en avant avec un plaisir évident, les entreprises familiales sont compliquées. Elles exigent compréhension, loyauté, une bonne éducation. Brooke gloussa d'un rire aigu et aigu. Tyler, tu es nul. Mais elle ne protestait pas, Trevor remarqua. Elle appréciait. Richard posa son whisky avec une précision délibérée. Ce que Tyler essaie de dire, peut-être sans diplomatie, c'est que Whitmore Property entre dans une nouvelle phase. Nous envisageons une restructuration. Le mot flottait entre eux, chargé de sens. Trevor garda une expression neutre, mais en lui, quelque chose de froid et de définitif se mit en place. Restructurer comment, demanda-t-il. Eh bien, continua Richard, Brooke assumera un rôle plus important. Vice-présidente du développement. C'est une grande responsabilité, qui nécessite un soutien adéquat. Chase se redressa, son sourire s'élargit. Je serai là pour l'aider à chaque étape. Nous travaillons très bien ensemble. L'insinuation était à peine dissimulée. Brooke rougit et baissa les yeux, non pas de honte, mais de plaisir. Tyler ne pouvait plus se contenir. Ce que papa essaie de dire,
c'est que certaines personnes sont des leaders nés et d'autres des suiveurs. Il n'y a pas de honte à savoir où se trouve sa place, Tyler, dit Richard, mais son ton trahissait plus l'amusement que la désapprobation. Trevor se dirigea lentement vers le chariot du bar, ses gestes mesurés et réfléchis. Il se versa 3 doigts de du whisky, son whisky du bar de sa maison. L'ironie ne lui échappa pas, tu sais, dit Brooke, sa voix prenant une cruauté que Trevor n'avait jamais entendue auparavant. Parfois, je repense à cette nuit où nous nous sommes rencontrés. Tu étais si sincère, si reconnaissant pour tout. J'avais de la peine pour toi. Elle regarda autour d'elle, rassemblant son auditoire. Je veux dire, il y avait ce pauvre boursier qui n'était jamais allé dans un vrai restaurant, qui n'avait jamais possédé de costume convenable. On aurait dit un chiot perdu. La pièce était silencieuse, à l'exception du feu crépitant. Trevor prit une gorgée de whisky et attendit. Je pensais pouvoir l'aider, continua Brooke, enhardi par l'attention. Tu sais, lui montrer comment les choses fonctionnent dans le monde réel. Mais certaines personnes, dit-elle avec un haussement d'épaule élégant. Certaines personnes n'apprennent jamais à nager en eau profonde. Richard leva son verre. Aux œuvres caritatives, dit-il avec un sourire narquois. On t'avait bien dit qu'il ne servirait à rien, n'est-ce pas, ma chérie? Tyler se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure destiné à être entendu. Le divorce est prononcé la semaine prochaine. Écarte-toi, tout simplement. Épargne-toi la honte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Trevor sentit leur regard braqué sur lui, attendant sa réaction, s'attendant à ce qu'il craque, qu'il s'emporte, qu'il leur donne la satisfaction de le voir s'effondrer. Au lieu de cela, il termina son whisky d'un geste fluide et reposa délicatement son verre. Je comprends, dit-il doucement. La simplicité de sa réponse sembla les démoraliser légèrement. Il s'attendait à des feux d'artifice, des larmes, peut-être des supplications. Son acceptation calme était plus troublante que la colère ne l'aurait été. Trevor rajusta sa veste et regarda une dernière fois la pièce autour de lui, mémorisant leur visage, la satisfaction béate, le plaisir cruel, la certitude absolue d'avoir gagné. « Oh bon, dit-il finalement, je devrais vous laisser retourner à votre fête. » Il se dirigea vers l'escalier, chaque pas mesuré et déterminé. Derrière lui, il entendit Tyler marmonner quelque chose sur le fait de savoir reconnaître une défaite, suivi de nouveaux rires. En haut des escaliers, Trevor marqua une pause et sortit son téléphone. 3 SMS, tous envoyés au cours de la dernière heure, alors qu'ils subissaient leur performance en bas. Le premier venait de son avocat. Les papiers du divorce sont déposés. Tout est discuté. Le deuxième venait de son conseiller financier. Transfert effectué. Compte clôturé. Nouvelle structure active. Le troisième venait de son associé à Hong Kong. Acquisition finalisée. Vous contrôlez désormais 73% de la société cible. Trevor s'autorisa un léger sourire en tapant une réponse. Exécutez la phase 2. Demain matin, 9 heures précises. Il rangea le téléphone dans sa poche et se dirigea vers son bureau où il commença à emballer les quelques effets personnels qui lui importaient. En bas, les rires continuaient, inconscients de la tempête qui allait éclater au-dessus de leur tête. Ils pensaient l'avoir détruit. Demain, ils apprendraient la différence entre briser un homme et le sous-estimer. Chapitre 3. La révélation. Trevor dormit mieux cette nuit-là qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Tandis que la fête des Whitmore se poursuivait en bas jusqu'à près de 2 heures du matin, il avait terminé ses préparatifs avec une précision méthodique. À l'aube, il était vêtu de son plus beau costume, non pas le modeste vêtement de prêt-à-porter qu'on attendait de lui, mais un original de Seville, taillé à la main, qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de Tyler. Il descendit l'escalier à 7h30 précise et trouva la maison en ruine, bouteilles vides, coussins renversés, et une odeur persistante de vin cher et de choix bon marché. Brooke était évanoui sur le canapé, encore vêtu de ses vêtements de la veille, le bras possessif de Chase autour de sa taille. Trevor se dirigea vers la cuisine et se prépara un café, la normalité domestique contrastant avec ce qui allait se passer. Tandis qu'il sirotait son verre, il entendit du mouvement dans le salon, le mouvement coupable de personnes prises dans des positions compromettantes. Trevor. La voix de Brooke était étouffée par le sommeil et l'alcool. « Quelle heure est-il » ? 7h45, répondit-il sans se retourner. Des chuchotements frénétiques suivirent. Chase et Brooke essayaient de décider comment gérer leur situation évidente.
Trevor trouvait leur panique amusante. Après ce soir, peu importe ce qu'ils expliqueraient ou non. Son téléphone vibra, annonçant la première mise à jour de la journée. Transactions matinales exécutées. Positions courtes établies. Contact média confirmé. À 8 heures précises, le téléphone de Trevor sonna. Il répondit sur haut-parleur, suffisamment fort pour que les voix du salon puissent porter. Monsieur Ulbrook, ici Jennifer Walsh de Walsh & Associates. Les contrats sont prêts à être signés. La réunion du conseil d'administration est confirmée pour 9 heures. Excellent, répondit Trevor. Le communiqué de presse était rédigé et prêt à être diffusé immédiatement après l'annonce. Dois-je confirmer le ramassage par hélicoptère? Je vous en prie. Je serai prêt. Trevor raccrocha et se servit une autre tasse de café. Du salon parvint le bruit de Chase sortant par la porte de derrière et de Brooke essayant de se rendre présentable. Ces petites tromperies n'avaient plus d'importance. À 8h45, Brooke apparut dans la cuisine, les cheveux coiffés à la hâte, le maquillage taché mais fonctionnel. Elle se préparait visiblement à limiter les dégâts. Trevor, à propos d'hier soir. Ne t'inquiète pas, dit-il en regardant sa montre. Tu faisais la fête. Je comprends. Son calme persistant sembla la déstabiliser plus que la colère ne l'aurait fait. J'ai bu trop de vin. Comme tout le monde. Parfois, on dit des choses. Parfois, on révèle qui on est vraiment. Trevor corrigea gentiment, mais comme je l'ai dit, je comprends. Avant que Brooke puisse répondre, le bruit d'un hélicoptère qui approchait les fit tous deux regarder vers la fenêtre. Trevor termina son café et posa la tasse dans l'évier avec une précaution délibérée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Brooke, la voix s'élevant de confusion. « Je te ramène au travail » répondit Trevor en redressant sa cravate. L'hélicoptère, un élégant modèle d'entreprise orné des acquisitions de Ulbrook sur le côté, se posa sur leur pelouse avec une précision professionnelle. Le pilote resta aux commandes tandis qu'un homme en costume coûteux en sortait et s'approchait de la maison. Le téléphone de Trevor sonna de nouveau. Cette fois, c'était Richard Whitmore. « Trevor, que diable se passe-t-il ? Il y a un hélicoptère sur votre pelouse et je viens de recevoir un appel de notre banque concernant une réunion d'urgence du conseil d'administration de Whitmore Property. Vous devriez probablement aller au bureau, dit Trevor calmement. On se retrouve là-bas. Il raccrocha et se dirigea vers la porte d'entrée où l'homme de l'hélicoptère l'attendait avec une mallette. Bonjour, monsieur Ulbrook, dit l'homme. Je suis David Chain, votre avocat. Tout est prêt. Brooke les suivit dehors, visiblement confuse. Trevor, que se passe-t-il? Qui sont ces gens? Trevor s'arrêta à la porte de l'hélicoptère et se tourna une dernière fois vers sa femme, bientôt ex-femme. Le soleil matinal reflétait le tissu coûteux de son costume, l'or de sa montre. Des détails qu'elle n'avait jamais remarqués, car elle ne l'avait jamais vraiment regardé. Je vais travailler, dit-il simplement. Mon vrai travail. Alors que l'hélicoptère décollait, Trevor aperçut Brooks debout sur leur pelouse, la main en visière sur les yeux, le regardant disparaître dans le ciel. De cette hauteur, elle paraissait toute petite. Le vol vers Whitmore Property dura 12 minutes. Pendant ce temps, le téléphone de Trevor explosa d'appels et de messages, exactement comme il l'avait anticipé. Richard, Tyler, Chase et enfin Brooke, tous essayant de le joindre, commençaient à comprendre que quelque chose de fondamental avait changé. L'hélicoptère se posa sur le parking de Whitmore Property avec une précision théâtrale, à travers les fenêtres de la salle de conférence du 2e étage. Trevor pouvait voir la réunion d'urgence du conseil d'administration en cours. Richard en bout de table. Tyler et Chase à ses côtés. Les autres membres du conseil semblaient confus et inquiets. L'avocat de Trevor lui tendit la mallette à l'approche du bâtiment. La documentation est complète. Le service juridique a confirmé que tout était en ordre. Les médias sont prêts, ainsi que les autres. Vos partenaires de l'acquisition de Singapour sont déjà à l'intérieur. Madame Patterson, du fonds de pension, est en visioconférence depuis Londres. Monsieur Rodriguez, du consortium de développement, participe à distance depuis Mexico. Trevor hocha la tête. Parfait. Le hall de l'immeuble lui était familier. Il y était venu assez souvent au fil des ans, suivant généralement Brooke pour des événements familiaux ou des fêtes d'entreprise. L'agent de sécurité, Mike, avait toujours été poli mais distant,
à l'image de la façon dont les employés de service traitaient les relations moins importantes de la famille. Aujourd'hui, les yeux de Mike s'écarquillèrent lorsque Trevor s'approcha avec son équipe juridique et le véritable propriétaire de l'immeuble, un détail qui deviendrait clair dans un instant. « Bonjour, Mike, dit Trevor d'un ton aimable. Salle de conférence B, n'est-ce pas? Oui, monsieur Ulbrook. Dois-je vous annoncer? Trevor sourit, l'air dénué de chaleur. Ce ne sera pas nécessaire. Ils m'attendent. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent dans une bouffée d'air frais matinal tandis que le pilote de l'hélicoptère de Trevor faisait tourner les rotors à l'extérieur. Un rappel, ce n'était pas une visite de courtoisie. Le silence s'installa au conseil d'administration lorsque Trevor entra, suivi de son équipe juridique et de deux hommes en costume coûteux qu'aucun des Whitmore ne reconnut. Le visage de Richard Whitmore était devenu pâle. Trevor, que signifie ceci? C'est une réunion privée du conseil d'administration. En fait, dit Trevor en posant sa mallette sur la table avec une précision délibérée. C'est ma réunion du conseil d'administration maintenant. Le silence qui suivit fut profond. Tyler fut le premier à le rompre, la voix brouillée par la confusion. De quoi parlez-vous? Ici Whitmore Property. C'est notre entreprise. L'avocat de Trevor ouvrit la mallette et commença à distribuer des documents autour de la table. À 6 heures ce matin, Ulbrook Acquisition, par l'intermédiaire d'un consortium de partenaires internationaux, a acquis une participation majoritaire dans Whitmore Property. 68% pour être précis. Chase se pencha en avant, son charme remplacé par le désespoir. C'est impossible. C'est une entreprise privée. Les actions ne sont pas à vendre. Elles ne l'étaient pas. Trevor était d'accord jusqu'à ce matin, lorsque les principaux prêteurs ont rappelé leurs prêts. Apparemment, Whitmore Property fonctionnait à crédit depuis 18 mois, garanti par des actifs surévalués. Les mains de Richard tremblaient lorsqu'il attrapa les documents. Ce n'est pas légal. On ne peut pas simplement acheter des créances en difficulté au taux du marché, saisir des biens en cas de défaut de paiement, acquérir des actifs par le biais d'une procédure de faillite légitime. La voix de Trevor resta parfaitement calme. En fait, je le peux. Je le suis depuis 2 ans. La révélation frappa la pièce comme un coup de poing. Brooke, arrivé quelques minutes plus tôt et se tenant dans l'embrasure de la porte, s'agrippa au cadre pour se soutenir. Chaque prolongation de prêt que vous avez reçue, continua Trevor. Chaque ligne de crédit qui vous a permis de rester à flot lorsque les projets de développement ont échoué. Chaque investisseur mystérieux qui a acheté vos biens commerciaux à des taux supérieurs au marché. C'était moi. Le visage de Tyler était passé du pâle au vert. Vous avez acheté notre dette, vous l'avez contrôlée, corrigea Trevor. J'attendais le bon moment pour intervenir, ce qui était ce matin à 6 heures précises, lorsque votre paiement à Meridian Capital, ma holding, est officiellement en défaut de paiement. La voix de Richard était à peine un murmure. Pourquoi? Trevor se dirigea vers la fenêtre donnant sur le parking où son hélicoptère attendait tel un vautour mécanique. Lorsqu'il se retourna pour faire face à la salle, son expression était plus froide que jamais. Parce qu'hier, vous m'avez traité de cas de charité. Vous vous êtes moqué de mon passé, avez sous-estimé ma valeur et avez célébré ce que vous pensiez être mon humiliation. Sa voix ne s'élevait jamais au-delà d'un ton de conversation, mais elle portait le poids d'une autorité absolue. Parce que pendant 8 ans, vous m'avez traité comme si j'étais inférieur à vous. Indigne du respect le plus élémentaire. Chanceux d'être inclus dans votre monde. Brooke entra dans la pièce. Le visage inondé de larmes. Trevor, s'il vous plaît. Nous étions ivres. Nous ne pensions pas. Vous pensiez chaque mot. Trevor la coupa et maintenant vous en subirez les conséquences. Il fit signe à l'un de ses associés qui s'avança avec des documents supplémentaires. Une restructuration de toutes les opérations aura lieu immédiatement. Monsieur Whitmore, votre contrat est résilié. Pas d'indemnité de départ, pas de retraite, pas d'avantages sociaux. Tyler, Chase, même condition. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Tyler d'une voix brisée. Cette entreprise est notre vie. C'est tout ce que nous avons. Le sourire de Trevor était arctique. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne vaux rien. Richard tenta un dernier coup désespéré. Le nom de famille est sur cette entreprise. On ne peut pas effacer 30 ans de... Regardez-moi bien.
L'avocat de Trevor lui tendit un document final qu'il signa d'un geste théâtral avant de le faire glisser sur la table. À partir de cet instant, Whitmore Property cesse d'exister. Bienvenue chez Ulbrook Development Group. Le silence dans la pièce était assourdissant. Dehors, les rotors de l'hélicoptère continuaient leur rythme régulier, un battement de cœur mécanique comptant les secondes de l'ancienne vie du Whitmore. Trevor rassembla ses papiers et se dirigea vers la porte. Arrivé sur le seuil, il marqua une pause et regarda les visages dévastés autour de la table. « Oh, et Brooke, dit-il d'une voix désinvolte, comme si elle avait repensé à sa vie. Vérifiez vos comptes bancaires. Les comptes joints étaient clôturés ce matin. La maison était hypothéquée auprès de Meridian Capital, ma société. Il y a 6 mois, quand tu avais besoin d'argent pour les frais médicaux de ta mère. J'ai aussi fait appel à ce prêt. » Il sortit dans le couloir puis se retourna une dernière fois. Les papiers du divorce devraient arriver d'un moment à l'autre. Tu trouveras les conditions généreuses. Tu peux garder ta dignité. Tout le reste est à moi. Alors que Trevor se dirigeait vers l'ascenseur, son téléphone vibra, un SMS le fit sourire pour la première fois depuis des années. La phase 3 était prête à être mise en œuvre. J'attendais ton signal. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur les sanglots de Brox et les cris furieux de Richard. Trevor ajusta sa cravate et observa son reflet dans l'acier poli. Aujourd'hui n'était que le début. Chapitre 4. Le dénouement. La nouvelle est tombée à 10h30 précise, simultanément sur plusieurs plateformes. Le titre était simple et accablant, une dynastie immobilière locale s'effondre suite à la révélation d'un rachat secret par une entreprise. À midi, l'article était en vogue sur les réseaux sociaux, avec un sous-titre qui a ravivé le sourire glacial de Trevor. Un jeune boursier émerge tandis qu'un magnate des affaires détruit la famille qu'il a humiliée. Trevor suivait la couverture depuis son bureau, une suite pentouse du centre-ville de Hartford dont aucun des Windsor n'avait soupçonné l'existence. L'espace était élégant, moderne et témoignait d'une richesse qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Des baies vitrées de la Floride jusqu'au plafond offraient une vue imprenable sur la ville, y compris le bien plus petit immeuble Whitmore Property au loin. Son assistante, Patricia, a frappé et est entrée avec une tablette remplie d'informations. La réaction des médias dépasse les prévisions. Nous avons reçu des appels du Wall Street Journal, de Forbes et de 3 chaînes différentes demandant des interviews. Refusez-les toutes, a dit Trevor sans quitter la fenêtre des yeux. Laissez l'histoire se raconter d'elle-même, et les contestations judiciaires. L'avocat de Richard Whitmore a appelé 6 fois ce matin. L'expression de Trevor est restée inchangée. Monsieur Whitmore est libre de contester n'importe quelle acquisition devant les tribunaux. Il constatera que chaque transaction a été méticuleusement documentée et parfaitement légale. Il constatera également que les litiges sont coûteux et qu'il n'a plus les ressources nécessaires pour mener une bataille juridique prolongée. Patricia consulta ses notes. Il y a aussi la question de la fondation caritative. La fondation familiale Whitmore est techniquement une entité distincte, mais elle utilise les ressources de l'entreprise pour la financer maintenant que les actifs de l'entreprise sont sous notre contrôle. Dissolvez-la, dit simplement Trevor. Tous les engagements caritatifs pris par la fondation seront honorés par le biais d'une nouvelle entité rattachée à Ulbrook Development, mais le nom Whitmore sera retiré de chaque plaque, de chaque bâtiment, de chaque fonds de bourse qu'ils ont soutenu. C'était une attaque chirurgicale contre leur héritage, et Trevor savait que cela ferait plus de mal à Richard que n'importe quelle perte financière. Le nom Whitmore avait été leur porte-étendard social, leur titre de noblesse dans la société de Millfield. Sans cela, ils sombreraient dans l'anonymat qu'ils avaient toujours redouté. Son téléphone vibra, un message crypté de son détective privé venant de lui. Les antécédents de Chase Summer étaient complets. Très intéressant. Rapport complet en cours d'envoi. Trevor avait engagé l'enquêteur des mois auparavant, non pas pour trouver des preuves évidentes de la liaison, mais pour comprendre précisément qui était Chase et quelles étaient ses vulnérabilités. L'homme lui avait semblé trop parfait, trop commodément charmant. D'après son expérience, les personnes qui paraissaient irréprochables avaient généralement le plus à cacher. Le rapport arriva quelques minutes plus tard, et Trevor haussa les sourcils en lisant « Chase Summers n'était pas tout à fait celui qu'il prétendait être ». Ses études à Princeton étaient réelles, mais ses origines familiales aisées étaient en grande partie inventées. Son père, un agent d'assurance de niveau intermédiaire, était mort endetté quand Chase avait 22 ans. Le domaine familial dont il avait parlé était en fait une propriété locative que sa grand-mère utilisait pour ses vacances d'été.
Plus intéressant encore était le parcours professionnel de Chase. On lui avait discrètement demandé de quitter son ancien poste dans une société de promotion immobilière de Boston après une conduite inappropriée avec l'épouse d'un client. L'incident avait été étouffé pour éviter le scandale, mais le schéma était clair. Chase Summers était un prédateur professionnel qui ciblait les femmes riches et malheureuses et les utilisait pour faire avancer sa carrière. Trevor transmit le rapport à son avocat avec une simple note, « Assurez-vous que cette information parvienne aux personnes concernées. » L'interphone sonna. Monsieur Ulbrook. Madame Ulbrook est dans le hall. Elle demande à vous voir. Trevor consulta sa montre. 14h15. Brooke avait réglé sa dette. Le temps passait, considérant qu'elle avait probablement passé la matinée à gérer des comptes bancaires gelés, des avis de saisie et la réalité de sa nouvelle situation. « Faites-la monter, dit-il. En attendant, Trevor examina les rapports de l'après-midi. La situation financière de la famille Whitmore était encore pire qu'il ne l'avait anticipé. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, utilisant des crédits d'entreprise pour maintenir leur train de vie. La maison, son ancienne demeure et celle de Brooke, étaient hypothéquées jusqu'au cou. La Mercedes de Richard et la BMW de Tyler étaient toutes deux louées sur des comptes d'entreprise aujourd'hui disparus. Même leurs abonnements au country club avaient été payés avec des fonds d'entreprise. Ils avaient bâti toute leur identité sur de l'argent et du temps emprunté. Trevor avait simplement réclamé la dette. L'ascenseur sonna et Brooke entra dans son bureau. Elle avait changé de vêtements depuis le matin, troquant sa tenue décontractée contre une robe noire qui mettait en valeur sa silhouette toujours impressionnante. Son maquillage était parfait, ses cheveux coiffés avec une précision professionnelle. Elle était habillée pour la négociation, pour la séduction, pour tout ce qu'il faudrait pour défaire ce qui avait été fait. Trevor il ne lui proposa pas de siège. L'impressionnant, dit Brooke en regardant autour de lui. Quand comptais-tu dire que tu étais secrètement millionnaire? Le milliardaire, corrigea Trevor à voix basse. Et je ne le cachais pas. Tu n'as tout simplement jamais posé la question. Elle rit. Mais il y avait une pointe d'hystérie. Jamais posé la question. Trevor, nous étions mariés. Comment étais-je censé savoir que tu dirigeais une sorte d'empire commercial? Tu aurais pu être attentif, répondit-il. Tu aurais pu t'intéresser à mon travail, à ma vie, à mes objectifs. Au lieu de ça, tu as décidé que j'étais ennuyeux et indigne de ton attention. Brooke se rapprocha de son bureau, sa voix prenant le ton suppliant qu'elle utilisait pendant leur relation chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Trevor, s'il te plaît, on peut arranger ça. Hier soir, c'était une erreur. On était tous sous et tu as révélé qui tu étais vraiment. Trevor termina comme tu l'avais fait quand tu as décidé d'avoir une liaison avec Chase, comme tu l'avais fait chaque fois que tu laissais ta famille me traiter comme une employée de maison. Son sang-froid se brisa légèrement. Tu sais pour Chase? Je le sais depuis des mois. Je sais qu'il vole l'entreprise pour payer ses dettes de jeu. Je sais qu'il utilise les ressources de l'entreprise pour financer un style de vie qu'il ne peut pas se permettre. Je sais qu'il a déjà fait ça avec d'autres femmes dans d'autres entreprises. Le visage de Brooke pâlit. Ce n'est pas. Il m'aime. On va être ensemble. L'expression de Trevor resta neutre. Tu devrais probablement en discuter avec lui. Il est parti pour Boston ce matin juste après la réunion du conseil d'administration. Un aller simple. Il a vidé son appartement hier soir pendant que tu étais évanoui sur mon canapé. Les mots la frappèrent comme des coups. Elle s'agrippa au bord de son bureau pour se soutenir. Son sang-froid soigneusement construit commença enfin à s'effriter. Il ne l'est pas. Il ne voulait pas partir comme ça. Regarde ton téléphone. Suggéra Trevor. J'imagine que tu découvriras qu'il a bloqué ton numéro. Les mains tremblantes, Brooke sortit son téléphone et composa le numéro. Trevor entendit le message automatique de l'autre côté du bureau. Le numéro que tu as composé n'est plus en service. Elle essaya d'envoyer un SMS, ses doigts parcourant frénétiquement l'écran. Puis elle essaya de rappeler, le même message. Elle leva les yeux vers Trevor, une panique sincère dans les yeux. Tu lui as fait quelque chose. Tu l'as menacé ou je n'ai rien fait, dit Trevor sincèrement. Chase Summers est un lâche et un profiteur. Quand la situation s'est compliquée, il s'est enfui comme il avait fui Boston lorsque son dernier plan a échoué. Brooke s'est affalé sur la chaise en face de son bureau sans y être invité. Pour la première fois depuis que Trevor la connaissait,
Elle paraissait vulnérable, sincèrement. Effrayée. Trevor, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. De terribles erreurs. Mais on peut arranger ça. On peut aller voir un thérapeute. On peut. Non, dit-il simplement. On ne peut pas. Je vendrai mes bijoux, ma voiture. Je trouverai un travail. Je ferai tout ce qu'il faudra pour. Tes bijoux ont été achetés avec des fonds provenant de comptes joints que je contrôlais. Légalement, c'est un bien commun soumis au partage des biens. Ta voiture a été louée par l'entreprise. Ce matin, tu ne possèdes plus rien, à part les vêtements que tu portes. La finalité de ces paroles sembla briser quelque chose en elle. Des larmes se mirent à couler, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. « Quand es-tu devenue si froide ?» Trevor se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville s'étendre en contrebas. « Je suis devenu comme ça le jour où tu as cessé de me voir comme une personne et commencé à me voir comme un fardeau. Je suis devenu comme ça quand ta famille m'a fait comprendre que l'amour et le respect sont deux choses différentes. Je suis devenu comme ça quand j'ai réalisé qu'être gentil était perçu comme une faiblesse. » Il se retourna vers elle. Son expression était aussi inflexible que du granit. 8 ans, Brooke. 8 ans à être traitée comme une citoyenne de second plan dans mon propre mariage. 8 ans à te voir privilégier l'approbation de ta famille à notre relation. 8 ans à être tolérée plutôt que aimée. Ce n'est pas vrai. Elle protesta. Je t'aimais. Tu aimes l'idée d'être charitable. Tu aimes avoir un projet, quelqu'un à réparer, quelqu'un à élever. Tu ne m'as jamais aimé. La vérité de ces paroles planait entre eux comme une condamnation à mort. Les sanglots de Brooke s'amplifièrent, sa respiration saccadée. « Qu'est-ce qui nous arrive maintenant » demanda-t-elle à travers ses larmes. Trevor retourna à son bureau et sortit un dossier en papier craft qu'il lui glissa. Les papiers du divorce, des conditions très généreuses. Tu obtiens la maison de Millfield. Elle est petite, mais sans hypothèque. Tu obtiens un accord de $50 000. Tu obtiens ta liberté. Brooke ouvrit le dossier d'une main tremblante. 50 000. Trevor, ce n'est rien. La maison de Millfield est minuscule. C'est là que vivait ta grand-mère. C'est là que ma grand-mère a vécu après avoir tout perdu pendant la Grande Dépression et avoir dû vendre la ferme familiale. Trevor corrigea. C'est là qu'elle m'a appris que la survie ne dépend pas de ce que l'on a. Avoir. C'est une question de ce que tu es prêt à faire pour continuer. Tu apprendras. C'est la vengeance. Dit-elle d'une voix brisée. C'est cruel et vindicatif. Et c'est la justice. Trevor l'interrompit. Voilà ce qui arrive quand on confond gentillesse et faiblesse. Voilà ce qui arrive quand on oublie que la personne sur qui on marche pourrait ne pas rester éternellement. Il appuya sur un bouton de son bureau et les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. 2 agents de sécurité attendaient. Brooke, tu as jusqu'à 17 heures pour sortir tes effets personnels de la maison. Tout ce qui reste devient propriété de la succession. Elle se tenait debout, les jambes tremblantes, serrant les papiers du divorce contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Trevor, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne deviens pas quelqu'un que tu regretteras d'être. L'espace d'un instant, l'expression de Trevor s'adoucit presque imperceptiblement. Je ne regretterai rien. J'ai appris il y a longtemps que le regret est un luxe que je ne peux pas me permettre. Tandis que les agents de sécurité l'escortaient jusqu'à l'ascenseur, Brooke se retourna une dernière fois. Quoi à propos de pardon? Et de miséricorde? Le sourire de Trevor revint, froid et définitif. Tu aurais dû y penser avant de me présenter comme la pauvre boursière que tu as épousée par pitié. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son visage baigné de larmes. Trevor retourna à son bureau et appuya sur l'interphone. Patricia, contacte l'attaché de presse. Je veux une conférence de presse prévue pour demain matin. Il est temps de donner ma version des faits. De l'autre côté de sa fenêtre, des nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus de Millfield. Trevor les regarda approcher avec satisfaction. La tempête ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le bombardement médiatique. La conférence de presse de Trevor était prévue à 9 h au Millfield Country Club, un lieu choisi pour son impact psychologique maximal. Le même endroit où on lui avait rappelé à maintes reprises qu'il n'avait rien à faire, accueillait maintenant son moment de triomphe.
L'ironie était délicieuse. Il arriva en hélicoptère, une touche théâtrale qui envoyait clairement le message. Ce n'était pas le même homme qui avait été congédié et humilié 3 jours plus tôt. Alors qu'il posait le pied sur la pelouse impeccablement entretenue sur la pelouse où il s'était autrefois senti si dépaysé, Trevor s'accorda un moment de satisfaction. La participation médiatique dépassa les attentes. Les chaînes d'information locales, les journaux régionaux et plusieurs publications économiques nationales avaient envoyé des représentants. L'histoire avait du mordant. Le classique récit américain de vengeance servit froid, relevé d'intrigues d'entreprise et de drames familiaux. Trevor s'approcha du podium avec une assurance mesurée. Il avait choisi sa tenue avec soin, un costume anthracite impeccablement coupé qui laissait présager la richesse sans la crier, une montre plus chère que la plupart des voitures, et le genre d'accessoires discrets que ceux qui étaient dans le « non » reconnaîtraient comme des signes de véritable pouvoir. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix portant aisément dans la foule rassemblée. Il y a 3 jours, ma femme m'a présenté à sa famille comme le pauvre boursier qu'elle a épousé par pitié. Aujourd'hui, je suis là pour rétablir les faits. La première phrase suscita un vif intérêt parmi les journalistes. Ce n'était pas une annonce d'entreprise classique. Je m'appelle Trevor Ulbrook, et depuis 8 ans, je laisse mes beaux-parents y croire. J'étais exactement ce qu'ils pensaient, un cas de charité. Chanceux d'être inclus dans leur monde, reconnaissant pour les quelques bribes de respect qu'ils voulaient bien me témoigner. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots retomber. Je tiens à être clair dès le départ. Tout ce qui est arrivé à la famille Whitmore ces dernières 72 heures était parfaitement légal. Chaque acquisition, chaque rachat de créances, chaque saisie a été effectuée par les voies appropriées et avec une documentation complète. Ce que j'ai fait n'était pas illégal. C'était juste minutieux. Une journaliste du Hartford Courant leva la main. Monsieur Ulbrook, les critiques qualifient cela de plan de vengeance élaboré. Que répondez-vous à cela? Le sourire de Trevor était mesuré et professionnel. J'appellerais cela une correction du marché. La famille Whitmore a passé des années à fonctionner au-dessus de ses moyens, utilisant les ressources de l'entreprise pour ses dépenses personnelles et prenant des décisions commerciales basées sur l'ego plutôt que sur des considérations économiques. Lorsque leurs créanciers, dont moi-même, ont réclamé leurs dettes, ils n'ont pas pu payer. Ce n'est pas de la vengeance. C'est du capitalisme. Mais, insista la journaliste, le moment est certainement suspect. Pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant que la dette est arrivée à échéance. Trevor a répondu d'un ton sec. Les conditions avaient été fixées il y a 2 ans, lorsqu'ils ont contacté ma société d'investissement pour un financement d'urgence. Ils avaient besoin de liquidités. Je les leur ai fournis. Ils ont fait défaut. J'ai exercé mes options. Un journaliste économique de Forbes s'est penché vers moi. Pouvez-vous nous parler de l'étendue de vos avoirs? Whitmore Property semble n'avoir représenté qu'une petite partie d'un portefeuille beaucoup plus vaste. Trevor a hoché la tête d'un air approbateur. C'était la question qu'il attendait. Holbrook Acquisition gère un actif total d'environ 2,88 milliards de dollars. Nous sommes spécialisés dans l'immobilier en difficulté, la restructuration d'entreprises et l'investissement stratégique sur des marchés sous-évalués. L'acquisition de Whitmore représente moins de 3% de notre portefeuille total. Les chiffres ont créé un choc. Plusieurs journalistes ont immédiatement commencé à envoyer des SMS furieux à leur rédacteur en chef. C'était plus important que ce que l'on avait initialement imaginé. Depuis combien de temps construisez-vous cet empire? A demandé un journaliste du Wall Street Journal. Depuis le lendemain de mon mariage, Trevor a répondu, et pour la première fois, son masque professionnel a légèrement glissé, révélant l'acier qui se cachait en dessous. J'ai appris très tôt ce respect. On ne donne pas gratuitement. On le mérite, et parfois on le prend. Son téléphone, mis en mode silencieux, s'alluma avec un appel entrant d'un numéro inconnu. Trevor y jeta un coup d'œil et sourit légèrement avant de décliner l'appel. C'était sans doute Richard ou Tyler, qui essayaient désespérément de le joindre par des intermédiaires. Qu'ils attendent. Monsieur Holbrook interpella un journaliste de la chaîne locale NBC. Que répondez-vous aux allégations selon lesquelles vous cibleriez délibérément la famille Whitmore depuis des années? J'ai ciblé des actifs sous-évalués et des entreprises surendettées. Trevor corrigea. Si la famille Whitmore possédait ces actifs, c'est une coïncidence. Les affaires ne sont pas personnelles, elles sont stratégiques. Mais même en prononçant ces mots, Trevor savait que ce n'était pas tout à fait vrai.
Cela avait toujours été personnel. Chaque acquisition, chaque rachat de dette, chaque décision stratégique avait été conçue avec ce moment en tête. Le moment où ceux qui le méprisaient comprendraient enfin exactement à qui ils avaient affaire. Une jeune journaliste de la Millfield Gazette leva la main. « Monsieur, il y a des rumeurs circulaient selon lesquelles vous enquêtiez sur d'autres familles influentes de la région. Pouvez-vous commenter cela ?» L'expression de Trevor resta inchangée, mais intérieurement, il approuvait la question. Son enquête sur la famille Summers, supposée proche de Chase, avait donné des résultats intéressants, tout comme son examen de plusieurs autres familles fortunées de la région. « J'enquête sur tous les partenaires commerciaux et concurrents potentiels, dit-il prudemment. La diligence raisonnable est une pratique courante pour toute transaction importante. Les implications planaient comme un nuage d'orage. Si Trevor avait été aussi minutieux avec les Whittor, qu'aurait-il pu découvrir sur d'autres familles? Quels autres cadavres pourraient se cacher dans d'autres placards? Son assistante, Patricia, apparut au bord de la foule et attira son regard en tapotant sa montre. Trevor hocha légèrement la tête. « Je prends une dernière question, » annonça-t-il. Le même journaliste du Hartford Courant reprit la parole. « Monsieur Ulbrook, regrettez-vous la tournure des événements? Avez-vous de la compassion pour votre ex-femme et votre belle famille ?» Trevor resta silencieux un long moment, et lorsqu'il prit la parole, sa voix était d'une froideur qui fit tressaillir plusieurs personnes dans la foule. « J'ai passé 8 ans à les écouter se moquer de mon passé, dénigrer mon potentiel et me traiter comme un invité indésirable à ma propre table. J'ai passé 8 ans à voir ma femme privilégier leur approbation à notre mariage. J'ai passé 8 ans à m'entendre dire que je devrais être reconnaissant de leur tolérance. » Il s'approcha du micro, sa voix baissant à un niveau tel que tout le monde se pencha pour l'entendre. « Le regret est un luxe que je ne peux pas me permettre. La compassion est une faiblesse qu'il m'avait apprise et que je ne pouvais pas céder. » Il voulait savoir ce que j'allais devenir. Le sourire de Trevor revint, tranchant comme une lame. Maintenant, ils savent. Alors qu'il s'éloignait du podium pour rejoindre son hélicoptère qui l'attendait, les journalistes lui lancèrent des questions complémentaires qu'il ignora. Le message avait été clair et net. Trevor Ulbrook n'était plus le pauvre boursier qu'ils avaient rejeté. Il était bien plus dangereux. Un prédateur patient qui avait passé des années à positionner ses pièces, attendant le moment idéal pour frapper. L'hélicoptère décolla tandis que son téléphone se mit à vibrer d'appels d'investisseurs, de partenaires commerciaux et de médias désireux d'en savoir plus sur ce milliardaire jusque-là inconnu, sorti de l'ombre. Trevor les laissa tous tomber sur sa messagerie. Il avait des choses plus importantes à faire. La phase 4 allait commencer et elle requérait toute son attention. Le Whitmore n'était que le début. Le vrai jeu restait à venir. Chapitre 6. Dommages collatéraux. Le lendemain matin de la conférence de presse, Trevor était dans son bureau à examiner des rapports d'acquisition lorsque Patricia l'appela avec une mise à jour inattendue. « Monsieur, il y a eu du nouveau dans l'affaire Whitmore. Richard Whitmore est à l'hôpital. » Trevor leva les yeux de ses papiers, l'air neutre. « Que s'est-il passé ? » ?»« Une crise cardiaque. Apparemment, il a été retrouvé inconscient dans sa voiture devant le country club à 6 heures du matin. Son état est stable, mais les médecins parlent de stress. » Trevor resta silencieux un instant. Il avait anticipé la colère, le désespoir, et même des contestations judiciaires. Il n'avait pas spécifiquement prévu d'urgence médicale, même si, vu l'âge et le mode de vie de Richard, ce n'était pas vraiment surprenant. Et la famille, Tyler et Brooke, est à l'hôpital. La mère est arrivée de Floride ce matin. Patricia a consulté sa tablette. Il y a aussi eu une activité inhabituelle en ville. Expliquez-moi. 3 autres familles ont contacté leur comptable pour faire le point sur leurs finances. La famille Summers, apparemment apparentée à Chase Summers, a discrètement mis sa propriété en vente, et la mairie a appelé pour s'enquérir de vos intentions concernant le projet de développement Riverside. Le sourire de Trevor était léger, mais satisfait. La peur se répandait dans les cercles de l'élite de Millfield comme une contagion. S'il pouvait démanteler les Whittor aussi radicalement, que pourrait-il faire aux autres? L'incertitude était presque aussi efficace qu'une action directe. Des nouvelles de Chase lui-même? Toujours sans nouvelles. Notre contact à Boston confirme sa présence en ville, mais il évite tout appel. Apparemment, il a dit à plusieurs personnes qu'il envisageait de déménager en Europe. La porte de sortie du lâche, pensa Trevor. Typique.
Son interphone vibra de nouveau. Monsieur, Tyler Whitmore est ici pour vous voir. Il dit que c'est à propos de son père. C'était inattendu. Tyler avait toujours été le plus arrogant des Whitmore, le plus convaincu de sa supériorité. Le voir venir ici, chapeau à la main, suggérait un désespoir au-delà de ce que Trevor avait anticipé. « Faites-le monter, dit Trevor. Tyler semblait avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. Ses cheveux habituellement impeccables étaient en bataille, ses vêtements coûteux froissés, et il y avait un côté désespéré dans ses mouvements qui trahissait celui d'un homme qui regarde son monde s'effondrer en temps réel. Trevor, commença-t-il dès qu'il sortit de l'ascenseur. Il faut qu'on parle, n'est-ce pas? Trevor resta derrière son bureau, sans proposer de siège. Je pensais qu'on avait tout dit à la réunion du conseil d'administration. Tyler s'approcha, les mains jointes devant lui comme un suppliant. Mon père est à l'hôpital. Les médecins disent que le stress aurait pu le tuer. Ça a déjà assez duré. Les problèmes de santé de ton père ne sont pas de ma responsabilité, répondit Trevor froidement. S'il ne supporte pas le stress du travail, peut-être n'aurait-il pas dû diriger une entreprise. Bon sang, Trevor. Le sang-froid de Tyler se brisa. Ce n'est pas du travail. C'est personnel, et tu le sais. Tu as détruit ma famille à cause d'une blessure à propos d'un dîner. Le visage de Trevor se durcit. Une blessure? C'est à ça que tu penses? Il se leva et s'approcha de la fenêtre, dos à Tyler. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était basse, mais portait le poids d'années de colère accumulée. Tu te souviens de mon premier Noël avec ta famille? J'avais 23 ans, je sortais tout juste de l'université, j'essayais de m'intégrer dans le monde de Brooke. J'avais apporté une bouteille de vin, le meilleur que je pouvais me permettre avec mon salaire. Ton père regarda l'étiquette et dit, c'est gentil. L'aide-soignant a dû te recommander ça. Tyler remua, mal à l'aise, mais ne dit rien. Tu te souviens de la fête d'anniversaire de Brooke il y a 2 ans? Je venais de conclure une affaire importante. J'avais gagné plus d'argent en 6 mois que ton père en une année. Quand je t'en ai parlé, tu as dit, bravo, Trevor. C'est bien quand les œuvres caritatives ont de la chance. Trevor se retourna vers Tyler, le regard froid comme l'hiver. 8 ans comme ça, Tyler. 8 ans à être traité comme si j'étais inférieur à toi. Indigne du respect le plus élémentaire. 8 ans à voir ma femme privilégier ton approbation à notre mariage. On a eu tort, s'empressa de dire Tyler. Je l'admets. On a été arrogant et cruel, et on t'a maltraité. Mais là, on détruit des innocents. Innocents. Le rire de Trevor était sec. Ta famille vit d'argent emprunté depuis des années, utilisant les fonds de l'entreprise pour ses dépenses personnelles, prenant des décisions commerciales basées sur l'ego plutôt que sur l'économie. Tu appelles ça de l'innocence. Le visage de Tyler s'empourpra. Donc, on a fait des erreurs. Toutes les entreprises familiales ont des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on mérite de tout perdre. Non, acquiesça Trevor. Vous méritez de tout perdre, car vous êtes des gens mesquins qui confondent cruauté et force. Les irrégularités financières n'étaient que le mécanisme. Trevor retourna à son bureau et sortit un dossier. Veux-tu savoir ce que ta famille m'a vraiment coûté, Tyler? Pas en argent. J'en ai largement assez. En amour-propre, en capacité à faire confiance aux gens que j'aime. En 8 ans de ma vie passée à essayer d'obtenir l'approbation de gens qui ne la donneraient jamais. Il ouvrit le dossier et étala plusieurs photos sur le bureau. Celles-ci proviennent du détective privé que j'ai engagé il y a 6 mois. Des photos de ta sœur et de Chase dans des chambres d'hôtel, des parkings de restaurants, la maison familiale au bord du lac. J'aurais pu mettre fin à tout ça discrètement, en privé. J'aurais pu confronter Brooke, exiger une thérapie de couple, me battre pour sauver ce que nous avions. Tyler regarda les photos et pensa. Trevor, je ne savais pas, mais je ne l'ai pas fait. Trevor poursuivit, parce que j'ai enfin compris quelque chose. Ta famille ne respecte ni l'honnêteté, ni le pardon, ni les secondes chances. Tu ne respectes que le pouvoir. Alors, j'ai décidé de te parler dans la seule langue que tu comprends. Tyler resta silencieux un long moment, examinant les photos. Lorsqu'il releva les yeux, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Non pas l'arrogance à laquelle Trevor était habitué, mais quelque chose qui ressemblait plus à une peur sincère. « Que veux-tu » demanda finalement Tyler.
de l'argent, des excuses. Que faudra-t-il pour mettre fin à tout ça? Le sourire de Trevor était cinglant. Je veux que tu comprennes quelque chose, Tyler. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Il sortit un autre dossier. Beaucoup plus épais, celui-ci. En enquêtant sur la liaison de ta sœur, j'ai découvert des choses intéressantes sur les pratiques commerciales de ta famille. Le projet de développement Riverside, par exemple. Saviez-vous que les études d'impact environnemental étaient falsifiées? Que l'entreprise familiale déversait des déchets de construction dans des zones humides protégées depuis 3 ans? Le visage de Tyler devint blanc. Ce n'est pas ça. Jamais. Oh, mais vous le feriez. Et vous l'avez fait. J'ai des photos, des échantillons de sol, des documents montrant que Whitmore Property a réduit ses coûts en se débarrassant illégalement de matières toxiques. La voix de Trevor restait conversationnelle, presque amicale. J'ai aussi des preuves d'infraction au code du bâtiment, d'évasion fiscale et de corruption d'inspecteurs locaux. Le silence dans la pièce était assourdissant. Tyler agrippa le bord du bureau, les jointures blanches. J'aurais pu signaler tout ça aux autorités il y a des mois. Trevor poursuivit, crimes environnementaux fédéraux. Fraude fiscale, accusation de corruption. Votre famille encourait des décennies de prison. Mais je ne l'ai pas fait non plus. Pourquoi pas? La voix de Tyler était à peine un murmure. Parce que la prison serait trop facile. La prison ferait de vous des martyrs, des victimes d'un système injuste. Au lieu de cela, j'ai décidé de vous laisser vous détruire lentement, publiquement, sous les yeux de toute la ville. Trevor se leva et contourna le bureau, s'arrêtant à quelques centimètres de Tyler. Lorsqu'il parla, sa voix était douce, mais imprégnée du poids d'une certitude absolue. Ton père se remettra de sa crise cardiaque, Tyler. Et quand il y parviendra, il verra tout ce qu'il a construit s'effondrer morceau par morceau. Ta famille deviendra un avertissement, un rappel de ce qui arrive quand on confond arrogance et force. Tyler recula vers l'ascenseur, le visage pâle de terreur. Tu es fou. Ce n'est pas de la justice. C'est du sadisme. C'est ce que tu as créé. Trevor corrigea. Tu m'as appris que la gentillesse est une faiblesse, que le respect est de mise, que la loyauté familiale ne vaut rien comparé au statut social. J'applique simplement les leçons que tu m'as apprises. Alors que Tyler atteignait l'ascenseur, Trevor cria une dernière fois. Oh, et Tyler, les preuves des crimes environnementaux seront transmises au FBI demain matin. Je pensais que tu devrais le savoir. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur l'expression horrifiée de Tyler. Trevor retourna à son bureau et nota une note dans son agenda. Phase 5, l'enquête fédérale commence. Son téléphone vibra, un SMS de Patricia. Madame Ulbrook demandant une réunion d'urgence dit que c'est au sujet des enfants. Trevor fronça les sourcils. Lui et Brooke n'avaient jamais eu d'enfants. Le message n'avait aucun sens, sauf si sa ligne privée sonnait. Trevor répondit prudemment. Oui, Trevor. C'était la voix de Brooke, mais elle avait changé. Désespérée. Il faut qu'on parle. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quelque chose à propos de Chase. L'expression de Trevor ne changea pas, mais intérieurement, il ressentit une satisfaction froide. Les derniers éléments se mettaient en place. Je t'écoute, dit-il. Chapitre 7, la vérité ultime. Brooke arriva au bureau de Trevor 1 heure plus tard, mais elle n'était pas seule. Un jeune garçon, peut-être 6 ans, lui serra la main fermement à la sortie de l'ascenseur. L'enfant avait la mâchoire caractéristique de Chase et les yeux verts de Brooke, une combinaison qui expliquait à Trevor tout ce qu'il avait besoin de savoir avant même que Brooke ne dise un mot. Trevor observa le garçon avec un détachement clinique. La chronologie prenait désormais sens. Les mystérieux voyages d'affaires de Brooke 2 ans plus tôt, la prise de poids soudaine qu'elle avait attribuée au stress, le séjour prolongé chez sa tante malade en Californie. Ce n'était pas une liaison récente. Elle durait depuis bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Et il s'appelle Austin, dit Brooke d'une voix à peine plus basse qu'un murmure. Austin Summers. Le garçon leva vers Trevor un regard curieux, apparemment inconscient de l'ampleur du moment qui se déroulait autour de lui. Trevor remarqua que Brooke avait donné à l'enfant le nom de famille de Chase, et non le sien. Même dans ce cas, elle avait préféré son amant à son mari. Où vivait-il ? Demanda Trevor d'une voix soigneusement neutre envers ma tante à San Diego.
Elle m'aide, elle nous aide à gérer la situation. Le sang-froid de Brooke ne tenait qu'à un fil. Chase voulait que je le fasse adopter. Il disait qu'un enfant compliquerait les choses, qu'il serait plus difficile pour nous d'être ensemble ouvertement. L'expression de Trevor ne changea pas, mais intérieurement, il sentit une rage froide et familière monter. Chase avait abandonné non seulement son amant, mais son propre enfant. Cet homme était encore plus inutile que Trevor ne l'avait d'abord cru. Et maintenant, Chase est parti, et ma tante est malade. Elle ne peut plus s'occuper d'Austin. Brooke regarda Trevor droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée au bureau. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que j'ai détruit notre mariage, détruit ta confiance, détruit tout ce que nous avions, mais Austin est innocent dans tout ça. Le garçon s'approcha du bureau de Trevor, fasciné par le stylo plume de prix qui y était posé. Trevor l'observa avec une attention particulière, remarquant l'intelligence dans les yeux de l'enfant, sa façon de se mouvoir avec une assurance tranquille. Austin, appela doucement Brooke, viens ici, mon chéri. Mais le garçon examinait l'ordinateur de Trevor avec l'attention concentrée que seuls les enfants peuvent porter. Es-tu l'ami de ma maman demanda-t-il directement à Trevor. Trevor baissa les yeux vers l'enfant, voyant les traits de Chase, mais aussi autre chose. Une étincelle de curiosité qui lui rappelait lui-même à cet âge. Je l'étais, dit-il doucement. Là elle pleure beaucoup, répondit Austin d'un ton neutre. Elle dit, mon père est parti et ne reviendra pas, cette simple déclaration fit l'effet d'un coup de poing. Les larmes de Brooke recommencèrent à couler, mais elle essaya de les cacher à son fils. Trevor continua d'observer le garçon, pesant les options et les conséquences avec le calcul froid qui lui avait si bien servi en affaires. « Que me demandes-tu de faire exactement » demanda Trevor à Brooke. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je n'ai nulle part où aller. Plus d'argent, plus de soutien familial maintenant que tu as détruit l'entreprise. J'ai 29 ans, un fils de 6 ans et aucune compétence, si ce n'est organiser des événements caritatifs pour les riches. Tu pourrais trouver un travail pour quoi? Qui va embaucher la fille de Richard Whitmore après ce qui s'est passé? L'histoire fait la une des journaux. Tout le monde sait ce que ma famille t'a fait. Ce que je t'ai fait? Sa voix se brisa. Je suis inemployable. Trevor resta silencieux pendant plusieurs minutes, pensant qu'Austin avait trouvé un presse-papier sur son bureau, une pyramide de cristal qui projetait des motifs arc-en-ciel sur le mur lorsqu'on l'inclinait vers la lumière. Le garçon était complètement absorbé par le jeu des couleurs, inconscient du drame adulte qui l'entourait. « Il y a une condition, dit finalement Trevor. Brooke leva brusquement les yeux. « Quel genre de condition ?» Chase cède définitivement tous ses droits parentaux. Pas de contact, pas de droit de visite, pas de responsabilité financière. Austin devient légalement à moi, je peux le protéger ou le placer comme bon me semble. Les mots restèrent suspendus en l'air comme une épée. Le visage de Brooke pâlit. Tu veux l'adopter? Je veux m'assurer qu'il soit protégé du genre d'homme qui abandonne son propre enfant quand les choses deviennent inconfortables. La voix de Trevor était glaciale. Chase Summers est un lâche et un profiteur. Je ne le laisserai pas refaire surface dans 5 ans pour exiger un droit de visite ou essayer d'utiliser Austin comme moyen de pression. Et si Chase accepte, Trevor se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville en contrebas. Austin recevra alors un fonds fiduciaire qui lui garantira de ne manquer de rien. Il aura la meilleure éducation possible. Il trouvera un foyer stable avec quelqu'un qui comprend ce que signifie être abandonné par ceux qui devraient nous protéger, vous et moi. Trevor se retourna pour lui faire face. Tu as le choix. Tu peux accepter l'accord de divorce que je t'ai proposé. La maison, l'argent, ta liberté. Tu peux recommencer ailleurs, construire une nouvelle vie, tracer ta voie. Austin saura où tu en es. Et quand il sera assez grand, il pourra décider lui-même s'il veut une relation avec toi. Les larmes de Brooke coulaient à flots. Tu me demandes d'abandonner mon fils. Je te demande de faire passer ses besoins avant les tiens pour la première fois de sa vie, corrigea Trevor. Je te demande de penser à ce qui est le mieux pour lui plutôt qu'à ce qui est pratique pour toi. Le garçon leva les yeux du journal, sentant apparemment la tension dans la pièce. Maman, pourquoi es-tu triste? Brooke s'agenouilla et serra Austin dans ses bras, le corps secoué de sanglots réprimés. Trevor observa l'interaction avec une attention particulière, remarquant l'amour sincère entre la mère et l'enfant, mais aussi la peur et le désespoir qui coloraient chaque instant. Austin, mon chéri,
dit Brooke à travers ses larmes. Aimerais-tu vivre dans une grande maison avec plein de livres et de jouets? Le garçon se recula pour la regarder. Veux-tu y vivre aussi? Brooke jeta un coup d'œil à Trevor, qui resta impassible. Pas tout de suite, ma puce, mais je viendrai te voir de temps en temps, et tu aurais quelqu'un de très intelligent et fort pour prendre soin de toi. Austin regarda Trevor avec l'air sérieux que les enfants ont lorsqu'ils prennent des décisions importantes. Veux-tu me lire des histoires? Trevor sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine, une émotion qu'il pensait avoir enfouie depuis des années. Chaque soir, il s'entendait dire « Et tu m'apprendrais à piloter l'hélicoptère ?» Malgré tout, Trevor souriait presque. « Quand tu seras plus grand », acquiesça gravement Austin, comme si cela réglait tous les détails importants. « D'accord, mais je veux garder mon ours. »« Tu peux garder ce que tu veux », lui assura Trevor. Brooke sanglotait ouvertement maintenant, mais elle réussit à hocher la tête. « D'accord. Oui. Si Chase accepte de signer les papiers, si tu promets de prendre soin de lui, si tu promets, il saura que je l'aime. »« Il le saura, » dit Trevor doucement, comme interpellé par l'accord. Le téléphone de Trevor sonna. L'afficheur affichait un numéro de Boston qu'il ne reconnaissait pas. « Excusez-moi, » dit-il en entrant dans son bureau privé pour prendre l'appel. Trevor, c'était la voix de Chase, tendue et désespérée. « Il faut qu'on parle. »« Vraiment? Écoute, je sais que tu es en colère contre Brooke, mais ça suffit. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu as détruit sa famille. Tu as humilié toutes les personnes impliquées. Que veux-tu de plus? » Le sourire de Trevor était si tranchant qu'il pouvait couper du verre. « Je veux que tu reviennes à Millfield Chase. On a des papiers à signer. » Des papiers? Droits parentaux, accords de garde, ce genre de choses. Il y a un enfant impliqué que tu sembles avoir oublié. Le silence à l'autre bout du fil dura près de 30 secondes. Quand Chase reprit la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Comment as-tu fait? »« Je sais tout, Chase. J'ai toujours tout su. La question est de savoir si tu vas faire ce qu'il faut pour une fois dans ta vie sans valeur, ou si je vais devoir prendre cette décision à ta place. » De quoi parles-tu? La voix de Trevor baissa jusqu'au ton qu'il utilisait dans les salles de conseil pour écraser ses concurrents. Je parle de l'enquête fédérale sur les crimes environnementaux commis chez Whitmore Property. Je parle de ta signature sur des documents autorisant le stockage illégal de déchets. Je parle de 20 ans de prison fédérale pour complot et terrorisme environnemental. Encore un long silence. Je n'ai jamais rien signé de tel. En es-tu sûr? Parce que j'ai des documents qui disent le contraire. C'est incroyable ce que la technologie moderne peut faire avec les échantillons de signatures et la production de documents. C'était du bluff, mais Trevor l'a exprimé avec une telle conviction que la respiration paniquée de Chase était audible au téléphone. Tu mens. Vraiment? Veux-tu parier ta liberté sur cette supposition? Chase resta silencieux un long moment. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était défaitiste. Que voulez-vous? Je te veux dans un avion pour Hartford ce soir. Je te veux dans mon bureau demain matin à 9 h avec un renoncement signé de tous les droits parentaux à Austin Summers. Je veux que vous disparaissiez de leur vie en permanence. Et si je fais cela, alors vous pouvez garder votre liberté et recommencer ailleurs. Europe, peut-être. J'entends le tambour et si je ne suis pas prédateur de Trevor, alors vous découvrez exactement à quel point je peux être créatif lorsque les gens me déçoivent. La ligne est morte. Trevor est retourné au bureau principal où Brooke tenait toujours Austin, chuchotant des promesses et des excuses dans ses cheveux. Chase sera ici demain matin. Trevor a annoncé. Après cela, ce sera terminé. Brooke hocha la tête sans lever les yeux. Merci, elle a chuchoté. Trevor baissa les yeux sur la femme qui avait été sa femme, tenant l'enfant qui serait bientôt sa responsabilité, et sentit le dernier morceau de sa vengeance cliquant en place. Pas par la destruction cette fois, mais à travers quelque chose de plus difficile. Miséricorde avec les conditions, pardon avec conséquence. Austin, dit-il doucement, aimeriez-vous voir votre nouvelle maison? Le garçon leva les yeux avec des yeux brillants. Pouvons-nous aller dans l'hélicoptère? Le sourire de Trevor cette fois était authentique. Absolument. Chapitre 8. La transaction. Chase est arrivé au bureau de Trevor le lendemain matin, ressemblant à un homme marchant vers son exécution.
Son apparence polie habituelle avait disparu. Un chaume ombragère sa mâchoire. Son costume coûteux était ridé et il y avait un désespoir creux dans ses yeux qui parlait d'une nuit blanche passée à contempler ses options limitées. Trevor attendait dans la salle de conférence avec son équipe juridique. Les documents de garde se sont répandus sur la table en acajou comme une reddition officielle. Austin n'était pas présent. Trevor s'était arrangé pour qu'il passe la matinée avec Patricia, qui s'était portée volontaire pour lui montrer le pont d'observation du bâtiment et expliquer comment les hélicoptères fonctionnaient. « Là, asseyez-vous. »« Chassez-vous » a déclaré Trevor sans lever les yeux des papiers. « Nous avons des affaires à conclure. » Chase resta debout, ses mains serrées à ses côtés. « Je veux savoir quel genre de jeu vous jouez ici. C'est fou. Vous ne pouvez pas simplement prendre l'enfant de quelqu'un. » L'avocat de Trevor, David Shinn, a parlé sans émotion. « Monsieur Summers, les documents sont simples. Vous abandonnez volontairement tous les droits parentaux de l'enfant mineur, Austin Summers. En échange, vous serez libéré de toute obligation financière et Monsieur Ulbrook assumera la responsabilité juridique et financière complète du bien-être de l'enfant. » Volontairement, le rire de Chase était amer. « Vous appelez le chantage volontaire ?» Trevor a finalement levé les yeux, son expression calme et comme une entreprise. « Je préfère le considérer comme une analyse cost-benefit. Vous signez les papiers. Vous êtes libre de recommencer partout où vous choisissez. Vous ne les signez pas. Et nous découvrons si un jury pense que vous avez sciemment participé à des crimes environnementaux qui auraient pu empoisonner la moitié des eaux souterraines de Millfield. » La poursuite s'est effondrée dans une chaise. Le combat sortant de lui. « Vous êtes vraiment un salaud vindicatif. » Oui, Trevor a accepté agréablement. « J'ai appris des meilleurs. » La signature a duré moins de 10 minutes. La signature de Chase était tremblante mais juridiquement contraignante. Voyant par David Shinn et notorié par un officier de justice que Trevor avait amené à l'occasion. Avec chaque document signé, Chase semblait se rétrécir plus loin. « Il y a encore une chose, » a déclaré Trevor alors que Chase se préparait à partir. « Je veux que vous compreniez quelque chose sur le choix que vous faites ici. » Chase s'arrêta à la porte, ne se retournant pas. Austin a 6 ans. Pour le reste de sa vie, il va se demander pourquoi son père biologique l'a abandonné. Il va poser des questions sur vous. Vous voulez savoir quel genre d'homme vous étiez, que vous l'aimiez jamais. La voix de Trevor était calme, mais transportait clairement à travers la pièce. Je pouvais lui dire que vous étiez un lâche qui a couru quand les choses sont devenues difficiles. Je pourrais lui dire que vous l'avez vu comme un inconvénient, une complication qui menaçait votre vie confortable. Je pourrais m'assurer qu'il sait exactement quel genre d'homme son père était vraiment. Chase se retourna, son visage pâle. Trevor, s'il vous plaît. Ou, Trevor a continué. Je pouvais lui dire que vous l'aimiez, mais que vous ne pouviez pas fournir la vie qu'il méritait. Je pourrais lui dire que vous avez pris la décision difficile de laisser quelqu'un d'autre l'élever parce que vous vouliez ce qui était le mieux pour lui, pas ce qui était le plus facile pour vous. Les deux hommes se regardaient dans la salle de conférence. Les yeux de Chase étaient brillants de larmes non lasses. Quelle histoire il entend dépend entièrement de la façon dont vous vous conduisez à partir de ce moment, a déclaré Trevor. Disparaître, poursuivre. Construisez une nouvelle vie ailleurs. Ne contactez pas Brooke. Ne contactez pas Austin. N'essayez jamais de vous réinsérer dans leur vie. Faites cela et Austin grandira en croyant que son père était un homme bon qui a fait un choix difficile. Chase hocha la tête en silence et se dirigea vers l'ascenseur. Juste avant la fermeture des portes, il a parlé une dernière fois. « Prenez soin de lui, dit-il tranquillement. Quoi que tu penses de moi, il est innocent. » Je sais, répondit Trevor. C'est pourquoi je fais ça. Après le départ de Chase, Trevor est resté dans la salle de conférence en examinant les documents de garde. David Shinn a rassemblé ses papiers et s'est préparé à partir. Les adoptions devraient être finalisées dans les 60 jours, a déclaré David. Après cela, Austin Ulbrook sera légalement votre fils dans tous les sens. Trevor hocha la tête. Et l'accès de Brooke limité aux visites supervisées 2 fois par mois jusqu'à ce qu'Austin ait 18 ans, à quel point il peut décider de lui-même. Inscrit à l'automne. Pour coopérer pleinement. La modeste maison que Trevor avait grandi, mais un domaine tentaculaire sur la rue la plus prestigieuse de Millfield. La maison avait autrefois appartenu à la famille Morrison. Hall Connecticut Money qui avait regardé les Blancs de la même manière que les Blancs avaient regardé Trevor.
Austin a exploré la maison avec l'émerveillement large d'un enfant découvrant un palais. La bibliothèque l'a le plus impressionné. Les étagères du sol au plafond remplies de volumes en cuir, de chaises de lecture confortables positionnées près de grandes fenêtres et d'une échelle roulante qu'il voulait immédiatement gravir. « Voulez-vous vraiment me lire des histoires tous les soirs ?» demanda Austin, passant ses petites mains le long des épines des livres. « Chaque nuit, » a confirmé Trevor. « Et quand vous êtes plus âgé, vous pouvez les lire vous-même. »« Et ma maman ? Va-t-elle me lire aussi ?» Trevor s'est agenouillé jusqu'au niveau des yeux d'Austin. « Votre maman visite parfois, et quand elle le fera, je suis sûr qu'elle aimerait vous lire, mais la plupart du temps, ce sera juste vous et moi. » Austin hocha la tête gravement. « C'est bon. Tu as l'air gentil. » L'acceptation simple d'un coup de 6 ans Trevor plus fort que toute victoire de salle de conférence n'a jamais eu. Cet enfant, innocent des échecs et des trahisons des adultes, était disposé à lui faire confiance en rien de plus qu'une promesse d'histoire au coucher et de promenade en hélicoptère. Ce soir-là, Trevor a tenu sa première promesse. Austin, vêtu de nouveaux pyjamas et serrant l'ours en peluche qu'il a apporté de Californie, enroulé à côté de Trevor sur le lit massif dans ce qui allait devenir la chambre du garçon. Trevor a lu dans une collection d'histoires pour enfants classiques, sa voix douce et patiente alors qu'Austin a posé des questions sur chaque personnage et développement de l'intrigue. « Trevor » a dit Austin alors que ses yeux s'approchaient. « Allez-vous être mon nouveau papa ?» Trevor était silencieux un instant compte tenu du poids de la question. « Aimeriez-vous ça ?» « Je pense que oui. Mon vieux papa est parti et cela a rendu maman très triste. Mais vous ne semblez pas que vous partiriez. »« Je ne partirai pas, Trevor a promis. »« Jamais. » Alors qu'Austin s'est endormi, Trevor est resté assis à côté du lit, regardant la paisible de l'enfant respirer et contempler l'étrange virage que sa vengeance avait prise. Il s'était mis à détruire les gens qu'il avait humiliés. Et à bien des égards, il avait réussi. La famille Whitmore a été ruinée, leur entreprise détruite, leur statut social effacé. Mais d'une manière ou d'une autre, en train de tout en retirer, il avait gagné quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Un fils qui porterait son nom et hériterait de son empire, mais qui pourrait également hériter de la capacité de miséricorde que Trevor avait pensé qu'il avait perdue. Pour toujours. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Brooke. « Merci d'avoir tenu ta promesse. Je sais qu'Austin sera en sécurité avec toi. » Trevor baissa les yeux sur l'enfant endormi et tapa, « Il sera plus que sûr. Il sera aimé. » Ce fut la première chose complètement honnête qu'il avait dit à Brooke depuis des mois. Chapitre 9. Le nouvel ordre. 6 mois plus tard, Trevor se trouvait dans la même salle de bal de la communauté de country où il avait été humilié, mais cette fois en tant qu'invité d'honneur. La Millfield Community Foundation le présentait avec leur philanthrope de l'année. Les gens qui l'ont traité comme un étranger ont maintenant concouru pour son attention, son investissement dans leur projet. Une intelligence qui a rappelé Trevor à cet âge. Court. Pourquoi cet homme nous regarde-t-il ? Trevor a suivi le regard de son fils à une table d'angle où Richard Whitmore était assis avec sa femme. L'homme avait vieilli considérablement depuis sa crise cardiaque, plus mince, plus gris et se portant avec la posture vaincue de quelqu'un qui avait perdu tout ce qui comptait. Il avait regardé Trevor et Austin avec un mélange de haine et quelque chose qui aurait pu être regret. Certaines personnes ont du mal à accepter le changement, a déclaré Trevor à Austin tranquillement. Ils sont coincés en pensant au passé au lieu de se concentrer sur l'avenir. Est-ce pour cela que maman s'est éloignée ? Brooke avait pris la colonie et déménagé à Portland, Oregon, où elle s'était inscrite à l'école d'infirmière et s'était lentement construite une nouvelle vie. Elle a appelé Austin 2 fois par semaine et s'est rendue 1 fois par mois. Mais la dynamique avait fondamentalement changé. Austin était le fils de Trevor maintenant, légalement et émotionnellement, et Brooke était devenu quelque chose de plus proche d'un parent éloigné qu'un parent. Votre mère avait besoin de comprendre qui elle voulait être, a expliqué Trevor. Parfois, les adultes doivent recommencer comme les enfants le font lorsqu'ils vont dans une nouvelle école. Austin hocha sérieusement. À 6 ans, il était remarquablement adaptable, prenant la vie des changements de la résilience des jeunes. Il avait commencé la première année à la Millfield Academy, l'école privée où il montrait déjà des signes d'excellence académique. Ses professeurs ont indiqué qu'il lisait à un niveau de 4e année et avait une aptitude particulière pour les mathématiques et le raisonnement logique. Le programme de la soirée a commencé avec les remarques du maire Davison, un homme qui avait complètement ignoré Trevor, mais a maintenant demandé son conseil sur chaque projet municipal majeur.
le nettoyage environnemental de l'ancien site de développement de Whitmore avait été achevé sous la supervision de Trevor, transformant la friche de Poison en réserve naturelle dédiée au nom d'Austin. Lorsque Trevor a été appelé sur le podium pour accepter son prix, les applaudissements ont été tonitruants. Il a regardé par-dessus la foule, voyant des visages qu'il avait déjà rejetés maintenant le concernant avec un respect soigneusement cultivé. Certains d'entre eux, il le savait, soutenaient toujours du ressentiment. D'autres étaient vraiment venus à apprécier ses contributions à la communauté. La distinction ne lui importait plus. « Merci pour cet honneur », commença Trevor, sa voix portant facilement la salle de bal silencieuse. Quand je suis venu à Millfield pour la première fois, j'étais assez jeune et naïf pour croire que le respect était quelque chose qui serait donné librement si je travaillais assez dur, contribuais suffisamment, je me suis avéré assez digne. Il s'arrêta, laissant son regard balayer la pièce. J'ai appris depuis lors, ce respect, comme le succès, quelque chose que vous prenez, pas par la cruauté ou la vindicte, mais par l'excellence. En étant si indispensable, si précieux, si compétent que vous ignorer devient impossible. Dans le public, il pouvait voir Tyler Whitmore se déplacer inconfortablement. L'homme avait trouvé du travail en tant que gestionnaire de niveau intermédiaire dans une entreprise de construction à Hartford, un pas significatif par rapport à son ancien poste, mais néanmoins un emploi constant. Trevor avait fait que certains crimes environnementaux de Tyler ne seraient jamais révélés tant qu'il restait tranquillement dans son nouveau rôle. Les projets que nous avons réalisés ensemble, le fonds de bourse, la restauration environnementale, le nouveau centre communautaire. Ce ne sont pas seulement des investissements dans l'avenir de Millfield. Ce sont des investissements dans l'idée que d'où vous venez moins que de l'endroit où vous allez. Austin le regardait avec une attention enveloppée, absorbant chaque mot avec la gravité d'un enfant qui comprenait que ce moment était important, même s'il ne pouvait pas saisir toutes les nuances. Je veux dédier ce prix à mon fils Austin et à tous les enfants qui grandiront dans cette communauté. Qu'ils apprennent que la vraie force ne vient pas de rabaisser les autres, mais de soulever tout le monde. Alors que Trevor retournait à son siège au milieu d'applaudissements soutenus, Austin a tendu la main et a pris sa main. « Papa, cela signifie-t-il que des gens comme nous maintenant ?» Trevor serra les petits doigts de son fils et sourit. « Cela signifie que les gens nous respectent maintenant. Qu'ils nous aiment ou non est moins important. » Après la cérémonie, Trevor s'est retrouvé approché par un flux constant de sympathisants et de propositions de projets. La transformation était complète. Il n'était plus l'étranger qui cherchait l'acceptation, mais le courtier électrique dont les autres recherchaient. Vers la fin de la soirée, un visiteur inattendu s'est approché de leur table. Madame Patricia Morrison, la veuve âgée dont la famille avait autrefois possédé la maison actuelle de Trevor, a traversé lentement la salle de bal à l'aide d'un élégant bâton de marche. « Monsieur Ulbrook, dit-elle, sa voix portant l'autorité de la vieillesse et de l'argent plus âgé. Je voulais vous féliciter pour votre prix. » Trevor se tenait respectueusement. « Madame Morrison, merci d'être venue. » Elle baissa les yeux sur Austin avec les yeux pointus de quelqu'un qui avait vu 8 décennies de changement social. « Et ce doit être votre fils. Il a de bonnes manières. » Austin s'est levé et a offert un petit arc. « Merci, madame. Papa m'a appris que les bonnes manières ouvrent plus de portes que de beaux looks. » Les sourcils de madame Morrison ont augmenté avec approbation. Conseil judicieux. « Dis-moi, jeune homme, que veux-tu être quand tu seras grand ? » Austin a sérieusement examiné la question. « Je veux construire des choses qui aident les gens comme papa. » Un objectif admirable. Elle se retourna vers Trevor. « Vous savez, la famille Morrison a commis de nombreuses erreurs au fil des ans. Nous avons pensé que notre nom et notre histoire nous ont droit à un respect automatique. Il a fallu presque tout pour comprendre que le respect doit être gagné à nouveau par génération. » Trevor inclina légèrement la tête. « Merci d'avoir partagé cette sagesse. Prenez soin de notre ancienne maison, a-t-elle dit. Et prenez soin de vous de ce garçon. Il va changer cette ville un jour comme vous. » Alors que la soirée blessait, Trevor et Austin se sont rendus au parking où leur chauffeur attendait. Le garçon s'était endormi dans les bras de Trevor lors des discours finaux, épuisé par la fin de l'heure, mais serrant son petit nœud papillon comme un trophée. En regardant le country club, Trevor a réfléchi au voyage qui l'avait amené à ce moment. Les Whitmore étaient partis. Richard travaille comme consultant pour une petite entreprise à New Haven. Tyler gérant des projets de construction à Hartford, Brooke, construisant une nouvelle vie en Oregon. Chase avait entièrement disparu, a rapporté la dernière fois à Barcelone sous un nom supposé.
La vengeance qu'il prévoyait avait été complète, mais elle avait évolué en quelque chose de plus complexe et finalement plus satisfaisant. Il a détruit ses ennemis non pas par une simple cruauté, mais par l'application systématique des conséquences. Il avait pris leur pouvoir, leur richesse, leur statut social et avait tout redistribué pour servir sa propre vision de la justice. Plus important encore, il avait gagné un fils, un enfant innocent qui grandirait avec tous les avantages que Trevor avait été refusé, mais aussi avec les valeurs que Trevor avait apprises grâce à des difficultés. Austin serait fort sans être cruel, puissant sans être arrogant, réussi sans oublier d'où vient le succès. Alors qu'il traversait les rues tranquilles de Millfield vers la maison, Trevor a fait une promesse silencieuse à l'enfant endormi dans ses bras. Austin ne connaîtrait jamais l'humiliation d'être licencié ou négligé. Il n'aurait jamais à s'accrocher à son chemin pour respecter ou se battre pour la reconnaissance, mais il n'oublierait jamais qu'avec un grand pouvoir vient la responsabilité de l'utiliser judicieusement. L'enfant boursier qui avait été marié par pitié avait disparu pour toujours. À sa place, Trevor Ulbrook, patriarche d'une nouvelle dynastie, protecteur de l'avenir de son fils et architecte de sa propre justice. Il s'est avéré que le dernier rire valait la peine d'attendre. L'héritage de Ulbrook ne faisait que commencer. Épilogue. 5 ans plus tard, Austin Ulbrook, 11 ans, se tenait sur le podium de la Millfield Academy prononçant son discours valedictorien à la promotion de 6e année. Dans le public, Trevor a regardé avec une fierté silencieuse alors que son fils parlait de l'importance de la gentillesse, la responsabilité qui accompagne le privilège et l'obligation de soulever les autres plutôt que de les démolir. Mon père m'a appris, a dit Austin, sa jeune voix transportant clairement à travers la salle d'assemblée. Que là où vous commencez n'a pas autant d'importance que là où vous terminez. Mais la façon dont vous traitez les gens en cours de route est le plus important. Trevor a souri, sachant que les leçons qu'il avait apprises par la douleur et l'humiliation avaient été en sage qui produirait son fils vers une meilleure résistance, le genre qui se construisait plutôt que des détruits, qui protégeait plutôt que de la force. Fondé à Millfield maintenant. Lui appartenait. Mais plus important encore, l'avenir appartenait à Austin. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez sur l'écran et je vous verrai.